Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Alors comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection. Il nous racontera ses temps forts et moins forts. Il répondra aussi avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Média Sorare. Et j'analyserai également une galerie d'un auditeur. Alors lors de la précédente édition très spéciale, j'avais pu accueillir Maxime, alias Maxime HG, qui est venu nous parler de ses débuts dans Sorare en 2019, partager plusieurs anecdotes très intéressantes, mais surtout expliquer son bébé Sorare Data et le futur de cette application incontournable pour tout manager Sorare. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis, alias Banzai, qui fait partie du top 30 sur Sorare et qui viendra nous partager son expérience et ses objectifs. Salut Jean-Louis. Salut Mehdi. Écoute, je suis très heureux que tu aies répondu positivement à mon invitation. Alors ton nom de manager, c'est bien Banzai. Ouais, c'est bien ça. Quand je vois le nom de ta team, Girondin de Banzai, ça fait certainement référence à Bordeaux. On va en discuter pendant toute l'émission et c'est vraiment le premier invité top 50, voire même top 30 pour toi en valorisation de galerie. Tu vas venir nous expliquer tout ça, expliquer un peu ton aventure. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Yes. Bon, du coup, mon pseudo c'est Banzai en ligne et notamment sur Sorare. Dans la vraie vie, je m'appelle Jean-Louis. On m'appelle plutôt JL, donc ça sera plus simple pour la suite si tu veux. Ok, JL. J'ai 32 ans. Je suis joueur pro de poker depuis 2013, donc c'est ma 9e année maintenant. Et ouais, comme tu l'as bien vu à mon nom d'équipe sur Sorare, je suis supporter des Girondins depuis petit parce que j'ai toujours habité Bordeaux. On souffre un peu, mais on fait ce qu'on peut. on supporte toujours. Ouais, c'est vrai que vous souffrez un peu, mais encore moins que certaines autres équipes, dont par exemple mon équipe, je reviens chaque fois dessus, mais bon. Les Verts qui s'enfoncent de plus en plus au classement et qui lâchent... On est unis dans la galère. Voilà, enfin, ouais, mais il y a des niveaux de galère aussi différents. Donc joueur de poker pro depuis 9 ans. Donc ça veut dire que tu as commencé à 23 ans. Comment est-ce que tu es tombé là-dedans? Est-ce que tu fais que ça, en dehors de Sorare évidemment? Ouais, c'est mon activité principale depuis que je me suis lancé en indépendant en 2013 du coup. Avant ça en fait j'étais étudiant, je faisais une licence économie-gestion. Je commençais un master comptabilité que j'ai arrêté en cours de route au moment où le poker commençait à prendre pour moi. Enfin je voyais que je commençais à gagner assez pour potentiellement en vivre. Depuis que j'avais 18 ans j'ai joué comme ça en loisir avec les potes de base, puis je me suis intéressé de plus en plus et j'ai commencé à gagner un peu, ce qui m'a permis de me payer les vacances et les sorties quoi. Et puis après avoir validé ma licence, je commençais le master et les études ça commençait à être chiant et je voyais que c'était pas forcément ce qui me plaisait quoi. Et je commençais à gagner assez au poker pour me dire je peux potentiellement me lancer en me déclarant officiellement et tout au niveau des cotisations et impôts et compagnie. Du coup je me suis dit est-ce que c'est le moment de me lancer? Je me suis dit allez, j'y vais. Je tente l'aventure et a priori le choix était plutôt bon parce que ça fait maintenant 9 ans et je m'en sors quand même toujours là-dessus, donc c'est cool. Et tu es principalement, je connais pas trop le monde du poker, mais pour les auditeurs qui ont le même niveau de connaissance que moi, c'est-à-dire pas grand-chose, tu peux expliquer un peu où tu joues? Est-ce que tu vas en déplacement? Bon maintenant en période Covid c'est peut-être un peu plus compliqué, ou bien tu joues principalement en ligne, tu fais les deux, d'autres choses encore? Moi c'est essentiellement en ligne de base et je fais du cash game et pas des tournois. Enfin, je fais des tournois de temps en temps, mais plus pour le fun et pour me divertir. Et c'est pas ma spécialité, on va dire. Mais l'essentiel de l'argent que je gagne pour mon activité pro, c'est en cash game sur Internet. Mais après, je me permets de prendre des petites vacances où je fais les petits tournois en réel, par-ci par-là, quand il y a des opportunités qui se présentent, notamment avec les événements Winamax, comme le Winamax Poker Open à Dublin, qui a lieu tous les ans et qui passe une semaine où tu fais des petits tournois, tu t'amuses, et à côté de ça, il y a des activités, tu rencontres des gens et tout, donc c'est cool. C'est un peu quand je fais des tournois en vrai, c'est plus des vacances en mode si en plus je perf tant mieux, et ça me sort un peu de ma routine de grind habituel qui est en cash game, qui est un peu répétitif quand même quoi. Tu allies l'utile à l'agréable. Ouais, c'est ça, c'est le mélange parfait quoi. Déjà vivre de sa passion c'est cool, et en plus de ça il y a moyen de s'éclater à côté, donc c'est parfait. C'est clair. Et combien d'heures tu joues plus ou moins par jour?
C'est compliqué à calculer. En vrai, il y a des périodes aussi. Il y a des moments où j'enchaîne vraiment beaucoup, d'autres où c'est beaucoup plus calme. C'est l'avantage d'être indépendant en quelque sorte. Je peux me gérer moi-même. Et ça m'est arrivé de faire des sessions énormes de 30 heures de suite, par exemple. Mais ça arrivait pas très souvent non plus, mais ça m'est arrivé de faire ça. Mais après, je dirais que quand je me lance une session, j'y vais pour plusieurs heures. Et j'essaye d'avoir un rythme ok pour faire mon objectif à la fin de l'année, quoi. Et t'étais aussi dans le monde du pari ou pas du tout? On peut enchaîner sur le prochain point. Comment est-ce que t'as connu Sorare en fait? Sorare, pour le coup, je l'ai connu par un pote à moi. On faisait une soirée comme tous les week-ends et en l'occurrence, c'est le moment où la Juventus a été ajoutée à Sorare. Et du coup, il a commencé à y avoir des news sur différents sites. Et mon pote avait déjà entendu parler de Sorare avant, mais à l'époque, il me semble que c'était en bêta réservé. Et du coup, pour y avoir accès, fallait avoir un accès spécial pour pouvoir s'inscrire. Et du coup, la Juve sort et on reparle de sujet et il me dit ça a l'air pas mal et tout. On en parle avec d'autres potes et on se dit ça a vraiment l'air sympa comme concept. Faut qu'on aille voir. Le soir même, on s'inscrit tous. On découvre nos commons. On s'amuse un peu. On voit. On fait le tour du marché où à l'époque il n'y a pas beaucoup de cartes en vente, mais on commence à s'intéresser au truc quoi. Et à partir de là, les jours qui ont suivi, je me suis de plus en plus intéressé. J'ai commencé à m'investir un peu et à découvrir tout ce monde qui était ultra intéressant quoi. Et c'était début 2020. Je vois que t'étais inscrit le 20 février 2020. Tes potes qui se sont inscrits en même temps que toi sont toujours sur le jeu? Ouais. Là, en l'occurrence, c'était surtout avec deux potes. Il y en a un qui est arrivé, pour le coup, il s'est pas impliqué directement. C'est un peu après coup, quand il a vu quand je lui racontais où j'en étais, de ce que je faisais, ça l'a motivé un peu plus. Et du coup, il est revenu un peu plus tard. Et mon autre pote, par contre, lui, il a fait le truc inverse. Il était là au début, puis à un moment, il en est sorti parce qu'il avait besoin de sortir un peu d'argent et compagnie. Du coup, il est sorti. Et là, il est revenu un peu plus récemment pour s'amuser un peu et revenir dans le jeu, quoi. Et pour terminer ta présentation, quelles sont tes passions dans la vie? À part le poker et Sorare, évidemment. Après, le sport en général, à suivre, à faire par période. J'ai pas mal couru, j'ai essayé de faire 2 marathons par an il y a quelques temps, mais depuis le Covid, en fait, ça va totalement bloquer, mais on va essayer de s'y remettre rapidement parce que c'est nécessaire. Parce que dans les autres passions, il y a évidemment les sorties, les voyages et la bière notamment, donc c'est plutôt nécessaire de faire du sport pour évacuer tout ça. La bière, quelle bière? Parce que là, tu parles à un Belge. Qui belges, s'y connaît assez bien en bière. Je suis assez fan des bières triple carmélite, Delirium très mince. Ma préférée reste la très mince. La Delirium? Ouais, la Delirium. Ouais. Elle est top. Et laquelle? Parce qu'il y en a la plusieurs. Très mince. Ouais, mais même dans les Delirium, il y a plusieurs trucs. Mais c'est vrai que celle qui est la plus connue, c'est avec la blonde, la triple. La blonde, tout à fait. Elle a des très bons choix. Triple carmélite, c'est top aussi. Ouais, donc le poker, évidemment, comme passion et comme métier. On va revenir un peu à ton parcours, tes débuts dans Sorare. Alors, pour présenter Banzai et la galerie aux auditeurs, donc tu t'es inscrit, comme je l'ai dit, le 20 février 2020. Ta galerie vaut, au jour d'aujourd'hui, donc le 20 janvier 2022, 312 Ethers. Donc, c'est l'équivalent de plus ou moins 730 000 $, ce qui est quand même assez conséquent. Tu as beaucoup de cartes. Tu as 22 cartes limited, donc tu as quand même des cartes limited, 122 rares, ce qui n'est pas énorme. 75 super rares, et dans les super rares, il y a vraiment des super rares de super rares. et 26 uniques, des cartes juste magnifiques pour donner des idées. Tu as les super rares de Kimmich, de Müller, Neymar, vraiment des joueurs absolument monstrueux. Tu as les uniques. Alors, 2 joueurs qui ont la cote sur le jeu, c'est Wendell. Jordan Larsson, on attend qu'il se réveille, mais c'est quand même aussi une très belle carte. Toko Ekambi, Radeski, le gardien du Bayer. T'as Brandon Mekele, Rafa Silva aussi, très très beau. Tu as la super rare de Trent Alexander-Arnold, Manuel Neuer, Koundé. Enfin bref, je vais pas tous les faire, mais c'est quand même du très très lourd. Donc, si tu sais un peu expliquer comment est-ce que tu as débuté dans Sorare, donc tu l'as découvert, et puis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a poussé à investir dedans. On va revenir par rapport à l'investissement un peu plus tard, mais raconte-nous un peu tes débuts. Au tout début, en vrai, j'ai vraiment tâtonné. Enfin, je découvrais et il n'y avait pas vraiment de contenu dans tous les cas pour apprendre plus vite comme il y a maintenant. Maintenant, il y a des streams, il y a Média Sorare, il y a plein de médias différents qui nous permettent de découvrir plus facilement. Du coup, au début, j'ai tâtonné, quoi. J'ai découvert le marché, j'ai vu des cartes.
j'avais une connaissance du football un peu, du coup j'ai essayé d'acheter par-ci par-là des joueurs avec des noms que je connaissais qui me paraissaient pas mal, sans prendre en compte forcément les stats des joueurs, parce que à l'époque où je me posais même pas cette question-là, je me disais je vais prendre des joueurs que je connais qui sont cool, en me disant ça va peut-être me servir. Et petit à petit en fait je me suis assez rapidement rendu compte que il y avait un autre aspect que j'aimais bien dans ce genre de jeu, c'est l'aspect trading. Et quand je suis arrivé, il y avait les packs de la Juve qui sortaient et ils étaient mis en vente par pack de 5 cartes, et le fait de revendre les cartes à l'unité derrière, il y avait moyen de se faire de l'argent en quelque sorte et d'augmenter la valeur de la galerie assez facilement. Dans le genre, j'ai acheté un pack avec 5 cartes, il y avait une super rare et 4 rares. Je vendrais les 4 rares et assez souvent la super rare elle était offerte par les ventes des autres. Du coup je me suis surtout amusé à ça au début, c'est ce qui m'a plu en premier dans le jeu, c'est faire un peu d'achat-revente et faire du trading comme ça. Ça m'a permis de monter ma bankroll en quelque sorte et d'avancer dans le jeu. Et je me suis petit à petit intéressé plus à la partie compétition avec le SO5. Mais là aussi c'est pareil, le moment où je suis arrivé, c'était un moment particulier où en fait, la première semaine où je compose mon équipe pour le SO5, j'avais du coup pas mal de joueurs de la Juve, et c'est le premier week-end où les matchs sont annulés à cause du Covid. Merde. Du coup, ma première vraie game week où je me disais j'ai des chances de faire quelque chose, j'ai même pas pu vibrer parce qu'en fait elle a été annulée avant même que ça commence. Pour revenir justement à ton trading, quand tu achetais des packs dans lesquels il y avait vraiment des cartes ou une seule carte qui t'intéressait, ou bien non, tu prenais en lot et puis après tu revendais pour justement essayer de racheter derrière des packs avec des cartes super rares pour le coup qui t'intéressaient vraiment? De base, j'avais plus pour objectif de prendre un pack de 5 cartes avec au moins une carte que je voulais garder derrière, revendre le reste pour essayer de la rentabiliser. Sauf que très souvent la carte que je voulais c'était la carte qui valait le plus dans le pack, donc c'était la carte la plus intéressante à faire de l'achat-revente dessus. Donc à ce niveau-là c'était assez compliqué d'anticiper, donc ça s'est plus fait petit à petit. Au début je revendais plus les 5 cartes et je me rachetais la carte derrière en quelque sorte dans un autre pack ensuite quoi. Et j'avais pas de plan déjà préparé en fonction des cartes que je voulais garder sur le moment, c'était plus faire l'achat-revente pur et dur quoi. Ok, je comprends. Et le montant que tu as investi depuis le début, est-ce que tu l'as investi en grande majorité à cette époque-là, ou bien tu as injecté au fur et à mesure du jeu, du temps? J'ai vraiment fait au fur et à mesure au final. Au tout début, j'ai pas dû mettre grand-chose. J'arrivais pas à dire combien c'était, mais je pense que la première ou les 2 premières semaines, j'ai peut-être mis 100 ou 200 euros. Et après, il y a eu plusieurs phases par rapport à mon évolution dans le jeu, ma compréhension de tout ce qui était possible, de comment ça marchait. J'ai pris confiance, je suis pris confiance au projet, et du coup petit à petit j'ai rajouté des sommes un peu plus conséquentes pour arriver au final au total j'ai mis pour l'équivalent de 12 000 euros je crois sur les 6 premiers mois. Ce qui est pas mal parce que les prix des cartes est évidemment assez inférieur, et tu as attaqué surtout les super rares et les uniques. Tu t'es dit moi je me dirige surtout là-dessus ou pas spécialement? Les uniques c'est arrivé plutôt tard parce que j'ai vraiment commencé sur les rares et quelques super rares par-ci par-là. Ouais, j'ai commencé par les rares et les super rares, mais essentiellement les rares. Et tu as une idée de ce que tu as injecté, ce que tu as investi depuis le début du jeu jusqu'à aujourd'hui? Pour le coup, ce que j'ai investi en tout, parce que là, pour le coup, c'est vraiment les 12 000, j'ai pas mis plus que ça. Ok, donc 12 000 pour arriver aujourd'hui à l'équivalent de 730 000 $ au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Ouais, c'est après une grande partie de ces 12 000, je dirais que la moitié c'était des euros et la moitié c'était des cryptos que j'avais déjà, que j'ai transformé à ce moment-là. Mais ça avait pour valeur. Donc tu étais déjà aussi dans le monde des cryptos, tu connaissais un peu le monde des cryptos quoi. Ça n'a pas été un frein à ton adoption. Ouais, j'avais acheté un peu en 2017, quelque chose comme ça. On revient un peu à ta première Game Week, l'arrivée des replays. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait justement ces replays? Qu'a fait Sorare au moment où le Covid est arrivé, que tout était à l'arrêt et que finalement ils voulaient quand même organiser des compétitions pour donner des utilités aux cartes qu'ils vendaient? Bon, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans un podcast, et même moi personnellement je connais pas les détails, comment se déroulaient en fait les replays. Ouais, c'est un moment ultra intéressant parce que, comme je dis souvent, en fait, c'est un moment où la boîte aurait pu prendre un énorme coup dans le dos et aurait pu souffrir énormément de cette période Covid. Parce que l'essentiel du jeu, c'était en fait de participer au Game Week. Et donc ils ont sorti les replays, qui étaient en fait 2 fois par semaine, comme actuellement. Il y avait une Game Week, sauf que vu qu'il n'y avait pas de match en vrai, dans la vraie vie, ça tirait au hasard les résultats
des matchs d'une Game Week qui était passée dans la dernière année. C'est-à-dire que on savait pas sur quelle Game Week on allait tomber, mais on savait qu'il y avait un potentiel de, je crois que c'était à la base, il y avait 26, peut-être une trentaine de Game Week différentes sur lesquelles on pouvait tomber. Et ça allait prendre les stats des joueurs de cette journée-là pour la compétition. Ah, c'est fou ça. Et comment est-ce que tu faisais pour aligner tes line-up? C'était quoi, au petit bonheur la chance, ou bien t'essayais quand même de retrouver des statistiques des joueurs sur les dernières semaines? Le truc, c'est que du coup, à l'époque, Sorare Data n'existait pas. Donc tous les historiques des joueurs, on les avait pas. On voyait juste vite fait que certains étaient meilleurs que d'autres. On pouvait aller voir sur différents sites combien de buts avait marqué ce joueur, mais il y avait des stats plus spéciales, genre pour les défenseurs, le nombre de tacles et compagnie, qui étaient plus difficiles à trouver. En tout cas, c'était plus dur à calculer, à anticiper le score qu'avaient fait les défenseurs à certains moments. Et du coup, ce qu'on a fait avec Pilash, avec qui on a pas mal bossé au début quand on a commencé sur Sorare, parce qu'on a commencé à peu près en même temps, et c'était le confinement. Du coup, on a passé une tonne de temps à s'amuser sur Sorare et à faire des tableaux entre nous pour essayer d'avancer sur le jeu et être le plus performant possible. Et ce qu'on a fait en fait, c'est que on avait une shortlist de joueurs que soit on avait, soit qui avait du potentiel, et sur toutes les journées possibles sur lesquelles on pouvait tomber sur les replays, on a calculé à la main en quelque sorte les scores de ces joueurs pour chaque journée. C'est-à-dire qu'on allait récupérer les stats, le nombre de tacles de tel défenseur, s'il avait fait clean sheet, le nombre de récupérations et compagnie, qu'on allait retrouver sur des sites genre, il y avait WhoScore, il y avait, je sais plus quel site exactement, mais on allait un peu partout où on pouvait trouver ces stats, qui étaient pas forcément exactes, mais ça nous permet d'avoir un ordre d'idée du score que le joueur avait pu faire. Et du coup, dans notre tableau, on voyait sur chaque journée quel score a priori avait fait chacun de nos joueurs, pour essayer de trouver des journées où plusieurs joueurs parfaits en même temps, pour maximiser nos chances de tomber sur une Game Week où nos joueurs mis ensemble avaient parfait en même temps. Mais les Game Week, c'était tiré au sort après l'alignement de ton équipe, ou bien c'était annoncé au préalable? C'était tiré au sort après. Donc en fait, on compose l'équipe, on savait pas sur quelle Game Week on allait tomber, parce que sinon tout le monde aurait mis les joueurs qui avaient le plus performé à ce moment-là. Ouais. Et en fait, une fois que les équipes étaient validées, genre comme là le vendredi à midi, on peut plus changer nos équipes. Dans l'idée, le vendredi à midi, il y avait une journée qui était tirée au sort parmi l'historique. Elle n'était pas annoncée directement d'ailleurs, mais petit à petit dans le week-end, assez souvent il y avait des mini-jeux pour nous révéler quel Game Week avait été tiré au sort. Et en général, un peu plus tard dans le week-end, ça avait éliminé petit à petit toutes les possibilités et on savait à la fin quelle était la Game Week sur laquelle on était tombé. Et là en fonction, on se disait, on pouvait avoir une idée de si nos joueurs avaient perdu cette Game Week et si ça allait être une Game Week à résultat pour nous ou pas. Ouais, donc l'équipe de Sorare a quand même été inventive pour justement essayer de tenir les managers en haleine malgré le lockdown. Ouais, c'est assez fou parce que ça aurait pu être vraiment violent pour eux et au final ils ont totalement renversé l'intendance. Et même nous avec Pilash, quand on a fait ça, on a tellement kiffé, je pense qu'on a même plus kiffé cette partie de l'aventure que si ça avait été des Game Week normales en fait. Parce qu'il y a eu un travail totalement différent de recherche, de faire les stats, de faire nos tableurs, et on s'est occupé, on a vraiment kiffé faire ça. Et ça nous a vraiment mis dedans d'une manière qu'on n'aurait pas imaginé. Tu vois. Ah, vraiment plongé dedans. Et au niveau des résultats, ça a donné quoi pour toi? En vrai, ça s'est plutôt pas mal passé. Du coup, j'avais réussi à monter des D3, des D4 et des D2. Et concrètement, je vois avec le tableur, en plus à l'époque, en fait, les places payées, il fallait faire un certain nombre de points pour gagner. C'était pas en fonction de la place. Du coup, avec nos stats, on savait à peu près quand est-ce qu'on allait gagner des cartes, vu qu'on savait à peu près combien de points on allait faire avec chaque équipe pour chaque Game Week. Du coup, je savais qu'en général, quelle que soit la Game Week, je gagnais entre 2 et je crois que le maximum c'était genre 7 rewards sur une Game Week en fonction de la Game Week sur laquelle on tombait. Et ouais, ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai plutôt la réussite dans le sens où il y a des Game Week qui étaient assez ciblés sur lesquels je suis tombé. Donc j'ai gagné quelques divisions intéressantes, avec notamment la fois où le vrai game changer pour moi, c'était quand j'ai gagné la division 2 et à l'époque du coup il y avait des cartes uniques à la gagne et c'est là que j'ai gagné Larson unique, qui était ma première unique et c'est ce qui m'a vraiment fait rentrer dans le monde des uniques et m'a fait poser la question de savoir si je voulais franchir ce cap et essayer d'aller batailler en D1 quoi. Très intéressant. C'est vrai que quand on en parlait au dernier podcast avec Maxime, quand tu gagnes des grosses cartes, ça fait snowball, effet boule de neige et puis il y a tout qui s'emballe dans le bon sens. À l'époque, si on prend l'exemple de Larson unique, pour donner une estimation, ça valait combien sur le marché? Le truc c'est que quand j'ai gagné Larson
Larson unique, il était même pas, il était pas forcément titulaire au Spartak. Il était arrivé au Spartak, mais il s'était pas encore fait sa place et il jouait par-ci par-là. Donc c'était vraiment pas fou. Mais je crois qu'on m'avait proposé, je crois que c'était 3 ou 4 ETH, mais en sachant qu'à l'époque c'était 3 ou 4 ETH, c'était peut-être 600 € quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et encore, je pense que à l'époque, début 2020, je me demande si c'était pas un rapport de 1 pour 1. Il y a un moment où c'était à 100 $, ouais, mais. Ouais, c'était même descendu, je pense à 75 $, mais je sais plus à quelle période exacte. Je sais même pas si en limited, il vaut moins que ça, mais en rare, on l'a pas à 300-400 € quoi. Malgré qu'il soit toujours pas. Il ne l'est plus autant que la saison passée où il était quand même assez performant. Cette année, c'est un peu plus compliqué, mais à l'image de tout le Spartak. Intéressant. Et au niveau de ta stratégie, donc justement, à partir du moment où tu as gagné Larson, comment est-ce que ta stratégie a évolué dans le jeu? Tu t'es dit ok, D1 et comment est-ce que tu as fait? Tu as continué à faire pas mal d'achat-revente, ou bien tu t'es dit non, maintenant je vise les rewards et avec ces rewards je vais garder les joueurs qui m'intéressent, ou bien les revendre pour acheter du plus lourd? Bah en fait déjà à partir du moment où les replays étaient bien avancés et qu'on était totalement dedans, à ce moment-là j'avais déjà pas mal abandonné l'achat-revente et j'étais plus dans l'aspect compétition, et l'objectif SO5 est performer et c'est de monter, d'améliorer mes équipes grâce aux performances et potentiellement aller jouer un peu plus haut. Et du coup quand je gagne Larson unique, c'est le moment où j'ai une grande question que je me pose, c'est soit j'accepte une des offres qu'on me propose et je laisse partir, et avec cet argent je réinvestis pour améliorer mes équipes en division 2, 3 et 4, soit je me dis la D1 quand même j'ai bien envie d'y aller et je peux me baser là-dessus pour me motiver à rentrer dans ce game là, même si c'était déjà, ça restait cher, et je me disais, je pouvais pas aller atteindre les meilleures cartes du jeu à ce moment-là, je me sentais pas de mettre cet argent-là pour les meilleures cartes du jeu, mais il y avait quand même un coup à jouer. Du coup, j'ai pas réfléchi si longtemps que ça, parce que déjà j'aimais bien Larson, donc j'avais envie de le garder de base. Et derrière, j'étais vraiment tenté de vivre l'aventure, et à ce moment-là, je croyais de plus en plus au projet parce que je voyais comment la période des replays avait été gérée, je voyais ce qui se passait, je voyais que ça évoluait de manière très positive, et je croyais de plus en plus au projet. Et si le projet allait continuer à marcher, le prix des uniques allait exploser, et pour le coup, dans le futur, c'était sûr, je pourrais pas me permettre de les acheter. Donc je me suis un peu dit, c'est maintenant ou jamais en fait, il faut que je le tente. Et donc j'ai commencé à essayer de monter une équipe en D1 pour les replays de base, et c'est là que j'ai fait mes premiers vrais achats d'uniques, et j'ai commencé à monter une première équipe. Tu te rappelles de quelle équipe c'était? Ouais, parce que du coup c'était les replays, et ce qui est marrant c'est qu'au final il me semble que Larson unique, au final il rentrait pas dans cette équipe, parce que sur les replays il jouait un match sur 6, donc la plupart du temps il était DNP, donc c'était pas rentable de le faire jouer. Mais j'avais du coup acheté Radecki et Ta pour faire la doublette de Leverkusen, qui pour le coup avait beaucoup de matchs. J'avais acheté Rafa Silva, qui avait une période monumentale avec Benfica et qui avait des stats très très fortes. J'avais chopé Wendel à ce moment-là, qui était au Sporting avant, qui avait pas des stats folles, mais j'aimais bien le joueur et il y avait eu un spot pour l'acheter, du coup je l'avais pris. Et au final ça faisait des combos acceptables avec mes autres joueurs, et je l'avais complété du coup avec Edin Dzeko en attaque. Top. Et en défense, tu avais qui? Et Jonathan Ta, du coup. Ah ouais, Jonathan Ta. Ouais, c'est quand même une belle équipe avec Radecki, tout à fait. Ouais, top. Pas mal du tout. Quand tu vois maintenant les prix, etc., c'est assez fou. Donc t'avais mis D1, D2. C'est à ce moment-là, certainement que t'as cassé la tirelire comme tu le sous-entendais. Et tes objectifs là aujourd'hui, la D2, on sait très bien. En tout cas, les interlocuteurs que j'ai eus qui participent en D2, pour le moment, elle est un peu entre parenthèses parce qu'elle est pas très très attrayante. Quelle est ta stratégie aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, par rapport à tes line-up, la construction de line-up pour les Game Week? Totalement. Malheureusement, la D2, elle est pas encore ce qu'elle devrait être. Donc, en attendant, on focus les D1 et les D3. Et je commence à être bien armé comme je le voulais. C'est en partie parce que j'ai beaucoup revendu beaucoup de rewards petit à petit pour améliorer comme je voulais mes équipes, et notamment les D1. J'ai beaucoup sacrifié mes divisions inférieures pour essayer de m'améliorer mes D1, mais maintenant je commence à avoir un équilibre où je suis compétitif un peu partout, et plutôt bien compétitif avec des cartes qui sont quand même très fortes. Donc je commence à être bien comme je l'imaginais. C'était un objectif que j'avais, c'était d'être compétitif du coup de la D1 à de la D4.
Et là c'est le cas, donc je pense que maintenant l'objectif ça va plus être de gérer au mieux mon effectif et de continuer à amasser les rewards pour continuer à renforcer surtout les D1 en fonction des spots qui se présenteront. Mais là c'est de plus en plus dur aussi de trouver des bons spots sur les uniques parce que y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de gros budgets, donc c'est compliqué, mais je suis surtout très content d'avoir cet effectif là maintenant parce que je peux me dire que même si j'arrive plus à trouver de spots pour acheter, pour améliorer mes équipes, avec les rewards je devrais pouvoir continuer à réussir à améliorer tout ça et avancer sereinement avec ces joueurs là quoi. Ouais, bien sûr, surtout en D4, D3, donc ouais, tu vends et quoi et comment tu obtiens quelle est ta stratégie pour obtenir des nouveaux joueurs? Est-ce que c'est plus du trade ou bien plus de la vente pure en Ether et puis t'économises et tu attaques aux enchères? Historiquement, j'ai quasiment tout le temps revendu directement, j'ai fait très peu de trade. J'ai revendu directement pour avoir des fonds, pour être réactif quand il y a des offres qui se présentent, que ça soit aux enchères ou sur le secondaire. Parce que, l'essentiel des bonnes affaires que j'ai pu faire, c'était soit sur le secondaire des uniques qui étaient revendus pas si cher, ou même des rares et des super rares d'ailleurs, ou sinon des enchères sur des nouveaux joueurs notamment qui sont pas bien estimés dès le début. C'est plus comme ça que j'ai composé mes équipes parce que j'ai pas mal de joueurs que j'ai ciblés dans le passé et je savais que j'allais vouloir les prendre, fallait juste que j'attende le moment où j'estimais que c'était à un prix intéressant. Donc en attendant, je vendais mes rewards pour avoir les fonds pour pouvoir l'acheter au moment où l'opportunité se présente à moi en fait. Ouais, j'ai vu il y a pas longtemps un tweet que tu avais posté où tu avais pris à un très très bon prix Lucas Bilia. Ouais. Turquie, bon c'est vrai qu'il a son âge, mais bon il a le même âge si je me trompe pas que Refailov. Et très bon scoreur, et tu l'as eu, je crois, pour moins de 1000 €, un truc comme ça ou je l'ai eu à 0,35 ETH, hein, pour une unique, c'est vraiment indécent. Surtout que, aujourd'hui, quoi. Ouais, il a un Last 40 à quelque chose comme 58. Donc en fait, s'il est bien accompagné, en quelques game weeks, ça peut être rentabilisé. Et d'ailleurs, c'est le cas. Il m'a déjà rapporté en reward bien plus que ce que je l'ai acheté. Mais ça aussi, c'est un truc, c'est en partie l'âge des joueurs, les gens voient 35 ans et du coup ils ont peur. Mais en fait, ils sont rentabilisés tellement vite parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher que ça reste des trucs ultra rentables. C'est bien que tu le confirmes, parce que c'est ce qu'on dit, en tout cas dans ce podcast depuis le début, il faut pas ignorer les vieux. Ouais. Alors, ils sont assez constants quand ils sont dans des bonnes équipes et ils sont très très vite rentabilisés et permettent aussi d'avoir parfois d'attraper des gros rewards, et on est bien content d'en avoir quelques-uns et de les avoir achetés et d'avoir passé le pas et de pas se dire ok, je vais d'abord acheter des jeunes. Ça arrive très très régulièrement chez les nouveaux managers, disent non mais je vais acheter des jeunes parce que l'autre il me sera pas utile pendant très longtemps. Mais quand on joue en SO5, vaut mieux viser le meilleur rapport qualité-prix quand on n'a pas un budget limité, pour viser les rewards, et les vieux aident beaucoup à choper des rewards. Sujet de prédilection, alors il est assez original, la D1 en tant que outsider. Alors, je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais par contre, je pense que ceux qui sont en D4 et qui hésitent à aller en D3, ton explication et ton développement pourraient les intéresser. Donc, dis-moi pourquoi tu as choisi ce sujet-là et pourquoi tu penses que ça va intéresser pas mal de monde. Alors, j'ai choisi ce sujet-là parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. C'est aussi la partie plaisir autre que rentabilité dans Sorare. Je vois pas mal de gens qui jouent pour la rentabilité, d'autres pour gagner, et il y a aussi une autre partie dans le jeu qui est plus du fun, sans forcément chercher la performance parfaite et chercher les meilleurs joueurs pour gagner le plus souvent possible. Moi en fait la D1, même si j'ai des cartes qui sont pas mal, j'ai eu des bonnes opportunités, je suis clairement un outsider parmi mes adversaires qui ont les meilleurs joueurs du genre Kimmich et compagnie, et malgré ça j'essaye de faire ma place là-dedans, et c'est un nouveau jeu dans le jeu que je trouve ultra plaisant, et je pense qu'un peu tout le monde à son niveau peut retrouver ce genre de kiff dans Sorare. Parce que de base, en fonction de notre budget, on est censé s'atteler à une division particulière pour être le plus compétitif possible, pour avoir une rentabilité meilleure a priori et pouvoir potentiellement gagner le plus souvent. Mais moi, le choix d'aller en D1, c'était aussi un choix à contre-courant, dans le sens où j'aurais pu totalement améliorer bien plus mes équipes inférieures pour être ultra compétitif dans celle-ci. Mais à partir d'un moment, ça aurait été sympa, je me serais amusé, j'aurais peut-être gagné plus d'argent. Mais le principe, c'était de kiffer, et Sorare, c'est un jeu. Et j'ai
vraiment kiffer vivre cette expérience-là différemment, c'est-à-dire jouer une division un peu plus haute, avec un budget moindre, mais avec des objectifs totalement différents. En fait... C'est-à-dire, pour rappel aux auditeurs, pour jouer en D1, quelles sont les raretés de cartes minimum que tu dois avoir besoin? Du coup, en D1, il faut minimum 3 uniques et 2 super rares. En sachant que s'il y a 2 super rares, faut que les 2 super rares soient quand même déjà un minimum très solide. Donc le budget de ces super rares est censé être équivalent à des uniques de moyenne qualité dans l'idée. Donc le budget est déjà, pour être vraiment compétitif en D1, faut un budget énorme, de chez énorme. Ouais. Et moi je suis loin de ce budget-là que certains autres compétiteurs dans ces divisions ont. Et tes résultats justement par rapport à ces stratégies-là, à ce kiff comme tu dis? Bah justement, je m'en sors très bien. Dans le sens où j'ai eu aussi pas mal de réussites, j'ai eu des pics un peu extravagants qui ont plutôt bien payé et qui ont réussi à sortir du lot. Et c'est aussi ça qui est plaisant, c'est qu'en fait, on peut gagner de manière différente en prenant les meilleurs joueurs, mais aussi en prenant des joueurs à potentiel, des joueurs auxquels on croit, des joueurs qu'on apprécie d'ailleurs aussi. Et c'est ça qui est très bien aussi dans le jeu, c'est que on peut prendre du plaisir à supporter un joueur même s'il va moins performer qu'un autre, mais parce qu'on l'aime et qu'on aime le suivre et qu'on va kiffer suivre ses performances au fur et à mesure de la saison. Et faut pas oublier aussi qu'un joueur qui perf un peu moins que les superstars, certes il fera gagner moins souvent, mais il coûte aussi moins cher à la base. Du coup ça veut même pas forcément dire avoir un moins bon ROI que d'acheter des joueurs moins performants. Et quoi, tu comptes plus sur un alignement de planète ou Ouais, en partie en fait. C'est quand on est outsider dans une division, on est un peu obligé de compter sur un alignement de planète dans le sens où les autres joueurs ont des joueurs tellement forts qui vont être beaucoup plus réguliers. Il faut que nos joueurs à nous, qui sont un peu moins performants en moyenne, perfent en même temps au bon moment. Mais c'est aussi ça qui fait le kiff de suivre cette équipe-là, c'est qu'elle est censée être moins performante, mais elle va quand même aller pouvoir chercher des places. Elle aura toujours un potentiel pour aller chercher une très belle place, et cette très belle place, elle en sera beaucoup plus belle que si on avait juste aligné une équipe type de superstars en quelque sorte. Et là, quand tu alignes en D1, c'est quoi ta stratégie actuelle? Tu mets 5 uniques ou bien tu mets quand même 2 grosses super rares avec 3 uniques? Tu regardes ça en fonction des match-ups? En fait, j'ai un pool assez large pour me permettre d'avoir quasiment à chaque fois 5 uniques. Je manque juste un peu de gardiens, donc ça m'arrive assez régulièrement de mettre un gardien super rare à la place d'un gardien unique quand je peux pas faire autrement. Mais au maximum, j'essaye de mettre des uniques parce que même si le bonus de 20% est pas si énorme entre unique et super rare, ça fait quand même la différence assez rapidement. Et il faut que l'alignement des planètes soit encore plus grand. Si en plus je mets une super rare contre d'autres équipes qui ont 5 uniques, qui ont un meilleur bonus de base. Quand je regarde ta galerie en unique, pour les auditeurs, il y a Pomazun, Radecki, donc tu as 2 gardiens uniques. En défense, tu as donc Jonathan Tah, Trippier, tu dois être content là, il va enfin redevenir titulaire. Il y a Mekele, Gigot pour les joueurs qui sont titulaires indiscutables. Pablo, c'est à voir aussi qui est au Locomotive. En milieu de terrain, tu as Cabella qui est un super scoreur. Canales, Rafa Silva aussi qui score de nouveau très bien cette saison. Bourigeaud, il y a pire comme milieu aussi. Biglia, on en parlait. Wendell, t'as du lourd au milieu. Et en attaquant, je vois Dzeko, Toko Ekambi. Ouais, pour le reste n'est pas titu ou ne performe pas super pour le moment. Je pense à Lozano ou Girano Kerk, Promesse, Larsson. Est-ce que tu as une idée? Déjà pour gagner une carte en D1, il faut être placé dans les combien? À l'époque, c'était faire top 5 et maintenant, avec les changements des rewards, c'est plus top 3 ou top 4 selon les divisions actuellement. Ah oui, c'est plus compliqué qu'avant en fait. Ouais, c'est plus compliqué. La réforme après, les rewards sont de meilleure qualité, mais il y en a moins actuellement. Et ce sont des uniques ou bien des super rares qu'on gagne en D1? On gagne des super rares. En général, quand il y a 4 payés, les 2 premiers gagnent une star super rare, et 3e et 4e, c'est une T1 super rare. Ok, et c'est uniquement en unique qu'on gagne une unique, c'est bien ça? Ou bien on n'en gagne plus des uniques? On en gagne plus nulle part, malheureusement. Donc là, il faut aller les chercher aux enchères. Il faut passer à la caisse. J'avais une question justement par rapport au poker. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que être bon au poker peut aider à être bon
à Sorare. Tu parlais lors de la préparation que tu faisais un parallèle justement par rapport à la participation en D1 avec les satellites au poker. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, parce que du coup, il y a énormément de points communs entre le poker et Sorare. Il y a plein de choses qui se rapprochent. Je vais d'abord parler du coup du parallèle au satellite au poker par rapport à la stratégie dont je parlais de jouer une division au-dessus en étant outsider et sans forcément avoir les meilleures équipes mais avec un plus petit budget. Et je vois vraiment participation en D1 comme si je participais à un satellite au poker. En fait, les satellites au poker, par exemple, il y a un tournoi à 1000 euros qui est trop cher pour nous. Du coup, on peut pas dépenser directement les 1000 euros pour s'inscrire. Et on décide de faire un tournoi à 100 euros. Genre, il y aura 10 participants et le gagnant aura sa place pour le grand tournoi à 1000 euros. Ça arrivera pas souvent, mais quand ça arrive, on se paye le kiff de jouer le gros tournoi dont on rêvait en quelque sorte. Okay. Et je vois exactement ma participation en D1 dans le même sens, où j'ai des équipes qui sont globalement inférieures à celles que j'affronte, mais je me donne un petit pourcentage de chance d'aller vibrer et d'aller faire ce tournoi et de combattre et d'essayer de battre les mecs avec les équipes bien plus puissantes que les miennes, comme un amateur qui fait un tournoi de poker et son objectif c'est d'affronter les meilleurs sur les tournois les plus chers en fait. Ok. Et par rapport au parallèle que tu pourrais faire par rapport aux autres divisions dans Sorare, donc tu me disais c'est le kiff en D1. Est-ce que des managers, je vais prendre mon exemple, j'ai quelques super rares qui sont pas mal. Est-ce que tu me conseillerais d'aller en D2 et de pouvoir de temps en temps avoir du lourd malgré des cartes plutôt moyennes? Ouais, enfin. Beaucoup de gens disent que ça sert à rien et que c'est du gâchis. Mais moi j'ai la sensation qu'en fait ça coûte pas grand chose dans l'idée où si on a un peu de budget extra pour pouvoir prendre des pics et tenter des choses, pourquoi ne pas le faire en quelque sorte. Et dans l'idée, c'est comme Maxime qui était le dernier invité disait, sa D2 c'était un peu la cour des miracles. Il a une équipe qui est pas exceptionnelle, mais il la pose et de temps en temps ça peut faire des choses. Et d'ailleurs, il avait gagné à l'époque la D2, certes avec un alignement des planètes, mais il a gagné la D2, il avait gagné Coréa Unique si je me souviens bien. Ouais, à l'époque. Et du coup, il peut y avoir de belles histoires qui découlent de ça. Et l'équipe de base a coûté tellement moins cher que les équipes qu'elle affronte. C'est pas trop grave que ça perfe pas souvent en fait. Si de temps en temps ça nous permet de vibrer, et encore mieux si on arrive à perf à un certain moment, c'est que du bonus. Et dans l'idée, stratégiquement parlant, ça peut être intéressant de monter une équipe dans la division au-dessus, mais avec des joueurs qui sont soit pas forcément titus, soit à potentiel dans le futur, pour commencer à les aligner sans trop d'espoir, mais qui dans le futur peuvent évoluer positivement et soit prendre en valeur, soit devenir très fort et être utilisés plus tard en fonction de l'évolution de notre propre galerie en quelque sorte. Et dans le genre aussi, on peut aussi penser à la potentielle évolution de gameplay. Si jamais le gameplay évolue et donne un peu plus d'importance au T2, au T3, aux cartes pas très fortes actuellement, le fait de posséder ce genre de cartes intermédiaires pourra aussi être intéressant si ça va dans ce sens-là dans le futur. Tu parles surtout pour les super rares ou bien également pour les rares? Bon, les rares, pour le moment, elles ont l'utilité T2, T3 pour viser les paliers. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a les paliers pour les rares, donc c'est un peu différent. Ouais. Mais même quelqu'un qui joue en limited et qui hésite à faire une petite équipe en D4 All-Star par exemple, elle a encore plus intérêt à le faire étant donné qu'en plus il y a les paliers. Même sans les paliers, je trouve que ça a un intérêt de gamble au-dessus avec une équipe, même si elle est pas folle, en se disant pourquoi pas, les planètes peuvent s'aligner et de toute façon je mets un budget pas énorme que je peux me permettre de mettre, donc je prends le gamble. Et en plus de ça, s'il y a les paliers qui rapportent petit à petit, c'est une raison de plus pour se dire pourquoi pas le faire. Tout à fait. Et toi, comment est-ce que tu alignes tes line-up par ordre de priorité? Dis-nous un peu, Banzai, comment est-ce qu'il fait quand il prépare ses teams? On est jeudi, demain et la prochaine Game Week. T'ouvres Sorare, par quelles équipes tu vas commencer à aligner? Globalement, je vais faire les D1, mais en commençant par la région champion. Je fais D1 champion, D1 All-Star, puis D1 Chal si j'ai assez.
enfin c'est plus dépendant de si les Russes jouent, je fais une D1 Challenger aussi. Et après, c'est le même ordre de pique, en faisant D3 de champ, D3 as, D3 de chal et U23 donc tu passes de D1 en D3 et donc tu as 2 gardiens. Si tu alignes 3 équipes D1, il te manque 2 fils, un 3e gardien. Tu vas prendre un des meilleurs gardiens SR que tu as, ou bien tu vas le réserver pour la D3? Je vais, pour le coup, le gardien SR, je le mettrai pas en D3, donc dans tous les cas, il va aller en D1 as. Très souvent, ou en D1 chal, en sachant que mes gardiens champ, dans tous les cas, ils vont rester en champ parce que c'est pas fort. Enfin, j'ai plus de certitude sur les performances de mes gardiens de challenger que de champion dans tous les cas. Donc en as, je vais plus souvent mettre genre un Aden, le gardien du Sporting, qui sera une valeur sûre la plupart du temps si j'ai besoin d'un gardien SR pour ma D1. Ok, donc tu vas quand même prendre entre guillemets sur papier, ton meilleur gardien SR pour le mettre en D1 et pas pour le mettre pour le coup en D2. En partie parce que les D2 sont pas folles en reward actuellement. Parce que du coup, mon gardien SR, dans tous les cas, j'avais pas prévu de le mettre en D3. Parce que mes SR, je vais les mettre à d'autres postes. Et la D1 est super rentable si ça perf. Et la D2 est absolument pas rentable. Donc mon meilleur gardien, je préfère le mettre en D1 pour l'instant. Ok. Et puis ensuite, comme tu as dit, le D3. Donc D3 Champ, et puis All-Star, c'est ça? En fait, Champ, U23 en fait d'abord. Puis All-Star, puis Challenger quand je peux. Parce que je veux pas forcément assez de joueurs pour ça. Et après, ça revient au même. Je finis par toutes les D2 dans le même ordre qu'avant, puis toutes les D4, et vu qu'il n'y a pas de carte commune, vu qu'il y en a une c'est division rare et l'autre super rare, peu importe par laquelle je commence, mais je les enchaîne comme ça, quoi. Et si je prends tes meilleurs SR, je prends un exemple Kimmich, tu vas le mettre où? Plus en D3 ou autre part? Actuellement il est en D3 tout le temps. Parce que malheureusement les D2 sont tellement mal cotés, les rewards sont pas fous et les D3 sont tellement rentables que il faut que, je suis obligé de focus les D3 et mettre ces cartes là qui sont mes meilleures cartes, je suis obligé de les mettre en D3 actuellement. Ok. Il me tarde le jour où les D2 seront mieux rentables et je pourrais enfin aligner une équipe de super rares, ma Dream Team, que j'ai quand même travaillé tous les dessus. plus petits managers prient aussi que ça soit le cas. En plus, tout le monde serait content de ça. Moi, je serais content d'enfin pouvoir aligner mon équipe de D2 parce que, même si la D2 est pas rentable, je continue à travailler. J'essaye de mettre les chances pour pouvoir monter une très belle D2 parce que dans le futur, c'est obligé. Ils peuvent pas abandonner la D2 à vie. La D2, elle est nécessaire. Et comme tu le dis, c'est nécessaire pour que les gens trouvent une renta assez super rare en D2 et aussi pour un peu laisser plus d'espace aux autres managers en D3 parce que clairement la concurrence en D3 du coup elle est monstrueuse de chez monstrueuse et les joueurs qui sont en D4 qui prennent le danger d'aller en D3 qui prennent ce petit risque là et ils se retrouvent contre des monstres qui ont des équipes vraiment énormes avec des super rares qui coûtent une blinde. C'est dommage. Personne n'est content de cette situation-là actuellement. Non, tout à fait. Même si, comme on l'avait abordé lors du dernier podcast avec Maxime, son collaborateur Andrew Laird avait fait une étude assez fouillée et très qualitative par rapport à aligner la différence entre aligner une équipe uniquement de rares en D3 et en D4. Et puis finalement, ce que cette analyse avait montré, c'est qu'il y avait moyen de prendre des plus beaux tiers avec 5 cartes rares en D3 qu'en D4, mais on parle bien de plus beaux tiers et qu'il fallait faire moins de points par exemple pour avoir une T1 en D3 qu'en D4, mais on parle pas évidemment du top des cartes stars en D3 où là honnêtement c'est quand même très très compliqué d'aller chercher une star avec uniquement 5 cartes rares aussi belles soient-elles, mais ça arrive de temps en temps, ça arrive vraiment de temps en temps. C'est là où les écarts de points que rapporte une rare et super rare c'est que 20% en plus, donc un joueur qui fait 50, si tu l'avais mis en super rare c'est 60 seulement et les 10 points c'est vraiment pas énorme, donc c'est vraiment tellement dépendant du score de base du joueur, donc c'est pas étonnant que des équipes full rares arrivent à concurrencer des équipes avec 2 super rares, surtout que beaucoup de gens mettent des super rares pas forcément folles, qui sont pour le coup crush par des rares de très bonne qualité. Et pour l'exemple de la D1 d'ailleurs, il y a des game week où j'ai pas eu le choix et j'ai dû mettre 3 uniques et 2 super rares et ça m'a pas empêché de déjà gagner la division, même sans avoir 5 uniques, même sans bénéficier du bonus maximum partout, parce que ce qui reste primordial c'est quand même la perte des joueurs. Donc d'office, et là maintenant tu alignes une équipe dans toutes les catégories, tu as aussi de quoi mettre une équipe
partout en Champion America et en Asie aussi? Non, pour le coup, en America et Asie, je crois que maintenant j'ai plus sauf que en des D1, D4. ouais, c'est vrai que j'en ai pas faire vu des beaucoup. D3. Ouais. America et Asie, j'ai plus que des D4. J'avais des D3 et je me suis séparé de quelques super rares, donc je pense que j'aurai plus que des D4, en sachant que les quelques super rares asiates ou Amérique qui me resteront, elles seront plus utilisées en All-Star. J'essaie de garder celles qui sont les plus fortes et je les utiliserai en All-Star sûrement à ce moment-là. Ok, bah écoute, c'était très intéressant. Je vais attaquer maintenant l'analyse de galerie comme je le fais à chaque fois. Donc tu peux prendre une petite pause si tu veux. Ça marche. JL, et écouter en même temps si ça t'intéresse. Avant de commencer l'analyse de galerie, j'ai reçu, au dernier podcast en fait, j'avais analysé la galerie de Good Bet Volley. Eh ben écoute, figure-toi que hier, j'ai reçu un message sur Discord. Cette personne m'avait contacté pour me remercier, et Maxime aussi avait donné son avis pour nous remercier tous les deux, et elle m'avait posé quelques petites questions. Alors bon, je reçois beaucoup de messages, je sais pas répondre à tout le monde tout le temps, j'essaie de faire mon possible, mais ça prend énormément de temps. Et bon, elle m'a dit, écoute, entre tel et tel joueur, je pourrais prendre quoi? Et ben écoute, figure-toi, elle a terminé en limited, elle a fait quelques petits changements, elle a vendu quasiment tous les joueurs, je pense même tous les joueurs qu'on lui avait conseillé de vendre, et elle a tapé une T1 à 2 doigts d'une T0, et elle m'a envoyé un message hier pour remercier, pour me dire, bah écoute, grâce à ça, ma galerie a pris quasiment 1000 € en 2 semaines, donc ça me fait vraiment super plaisir si évidemment ça peut servir aux personnes, aux auditeurs pour qui j'analyse cette galerie. Et maintenant, je vais attaquer la galerie de Sofiane PX. Sofiane PX, qui est un groupe Telegram avec un peu plus de 500 membres. Alors lui, il s'est inscrit le 29 avril 2021. Sa valeur de galerie est de 0.8 Ether, soit à peu près $2500 au cours d'aujourd'hui. Il a 58 cartes limited et une super rare. Alors, pour les gardiens, 7 gardiens dont 2 titulaires. Il y a Coronel de New York et Suete de Hartberg en Autriche. Il a aussi le remplaçant de Coronel qui est Mehra. Il a 18 défenseurs dont plusieurs titulaires. Farrell de New England, Woodrich, Stumgras, Bello d'Atlanta. Très peu de bons scoreurs et 2 joueurs en double. Brod Guillard qui est U23 à Montréal, et la même joueur en triple qui est Hazan, le Turc U23 de Trabzonspor, qui joue pas beaucoup non plus. Il a 17 milieux dont plusieurs titulaires comme Zelarayan de Columbus, Dejuan Jones, Luciano Acosta. Il a 2 quarts de Fischer d'Austrie-Vienne. Ce sont tous des joueurs qui ont des scores au-dessus de 50 en L15 et qui se rapprochent de 60 pour Zelarayan. Le reste des joueurs, c'est quasiment tous des U23. Il a quelques pépites dedans, Almada, Perea, Delator. Il a aussi donc son essai de Gumuskaya, joueur turc remplaçant U23 à Fenerbahçe, qu'il a acheté récemment. Et il a 16 attaquants, dont Berry, l'espagnol de Columbus, Brian White de Vancouver. Il a 2 fois Funtas, pas Fontas, mais Funtas du Rapid de Vienne. Il a encore d'autres joueurs qui ont tous des L15 entre 50 et 57. Et le reste sont la plupart des U23, comme Marshall Ruti de Toronto ou encore Akinola. Alors, le profil du manager, il a investi 100 € au mois de mai, donc quand il a commencé, et 500 € en septembre, donc 600 € en tout. Il veut pas réinvestir. Il s'est d'abord focalisé sur l'achat-revente et grâce aux bénéfices, il peut enfin se lancer en D5 America avec une équipe assez compétitive. Ce sont ses mots, et effectivement, on a remarqué que la plupart de ces joueurs qui sont titulaires, sont des joueurs MLS. Son premier objectif, c'est aller chercher des rewards avec son America D5, récupérer sa mise de départ, continuer à prendre du plaisir dans le scouting et acheter des jeunes quand ils sont au prix le plus bas. Et son deuxième objectif, c'est construire une équipe pour la Coupe du Monde en fin d'année en limited. Alors il veut garder quelques jeunes pour le long terme, comme Elhadj d'Anderlecht, Almada, De La Torre. Et sa question, c'est: est-ce que tu penses que je dois me lancer dans les Game Week ou bien continuer l'achat-revente? Je vais répondre à cette question un peu plus tard. D'abord, je vais poser un petit constat. Déjà, bonne nouvelle, il a déjà une plus-value virtuelle d'environ 1600 € depuis le début. C'est quand même vraiment très très bien en ayant investi seulement 600 €. Il n'a jamais gagné de reward. Donc je sais pas s'il a participé à des Game Week ou pas, mais en tout cas c'est 0 reward pour le moment. Il a de quoi aligner 2 équipes en limited, mais il devra patienter car ces 2 gardiens titus jouent en MLS et en Autriche où c'est la trêve. Et sur les 58 cartes limited, il a plusieurs titulaires, mais seulement une dizaine avec une moyenne supérieure à 50, mais inférieure à 60. Cependant, plusieurs jeunes peuvent éclore.
la saison prochaine. Et ces U23 sont probablement une bonne affaire pour faire des plus-values, mais plus sur le moyen long terme que sur le court terme ou voire très court terme. Et compte tenu de l'achat précoce de U23, la plupart des joueurs qu'il a achetés ont pris de la valeur en Ether, ce qui est déjà positif. Et je reviens par rapport à la doublure. C'est très important, c'est vraiment un conseil pour tous les managers. Quand vous avez peu de gardiens, essayez, et même si vous n'avez pas peu de gardiens, essayez de prendre la doublure du gardien. Lui, il a pris la doublure de Coronel à New York. C'est toujours intéressant, mais c'est encore plus intéressant évidemment quand on a peu d'équipes, parce que si ce gardien se blesse, lui dans son cas, il a plus d'équipe MLS à aligner, donc c'est toujours bien de prendre la doublure. Alors il y a une situation exceptionnelle à Utrecht où c'était Pass qui était le gardien titulaire, le gardien remplaçant c'était Hulschlagel et puis le troisième gardien de Kaiser, et puis finalement c'est le troisième gardien qui est devenu gardien titulaire. C'est assez rare, mais il fallait le mentionner, ça peut arriver. Et au niveau des conseils que je lui donne. Alors le premier conseil, et pour répondre à sa question, est-ce que tu penses que je dois me lancer dans les Game Week? Ma réponse c'est d'abord, il faut qu'il prenne du plaisir et qu'il continue à en prendre et de jouer de la manière qui lui corresponde le mieux. Si ça passe uniquement par de l'achat-revente ou bien uniquement par du buy and hold ou encore que du SO5, bien soit. C'est ce qui fait la force de ce jeu, c'est que tous les profils peuvent s'y retrouver assez facilement. Pour revenir quand même à sa question un peu plus en profondeur, étant donné qu'il a construit une équipe MLS qui sera probablement Coronel, Farrell en défense, Zella Ryan, Berry en attaque et en extra, il a le choix entre White, Acosta, Jones, Almada, même Bello qui sont jeunes et qui peuvent éclore la saison prochaine. Tout dépend du nombre de places gagnantes qu'il y aura en limited et s'il y a un aliment de planète. Moi, ce que je ferais à sa place, j'essayerais quand même de vendre plusieurs joueurs, parce qu'il en a quand même 58, plusieurs joueurs qui sont en plus-value ou même qui dorment sans être des U23, parce que clairement, il aime bien revendre des jeunes joueurs et ça le dérange pas de garder des joueurs pour une longue période, mais qui revendent en fait ces joueurs qui dorment ou bien qui sont en plus-value, qui sont peut-être pas U23 pour renforcer cette équipe avec des joueurs pas trop chers mais qui scorent mieux. Alors ça sert, autant la garder et la vendre si le jeune joue plus. Il a aussi de quoi aligner une équipe challenger avec les nombreux joueurs autrichiens qu'il possède et qu'il a récemment acheté. Et ça, c'est assez intelligent de sa part parce qu'il a acheté tous ces joueurs autrichiens pendant la trêve, là où le prix est le plus bas. Mais comme il voudrait aligner une équipe pour la Coupe du Monde, je lui conseille peut-être d'attendre la reprise du championnat pour vendre et se créer au fur et à mesure une équipe pour la fin d'année. Alors, comme conclusion, on a l'exemple ici d'un petit budget 600 € qui a débuté fin avril, début mai, mais ce manager prend du plaisir, tout en s'amusant. Sa galerie vaut presque 4 fois plus. Il a décidé d'aligner une équipe MLS pour peut-être un peu plus vibrer. Ses achats sont pas mal, mais il devrait encore un peu la renforcer et continuer son achat-revente, car c'est lui réussi, et il le fait prudemment. Donc voilà, continue comme ça. Sofiane, j'espère que cette analyse te servira et servira aussi peut-être à d'autres managers qui ont commencé avec des petits budgets et qui font principalement de l'achat-revente, mais qui voudraient un peu se lancer dans les SO5. JL, c'est toujours là? SS. Ça va, t'as entendu? Ouais, intéressant. Ouais, le principal c'est de prendre du plaisir de toute façon. Chacun son projet stratégie sur le jeu. Il y a tellement de moyens différents de s'amuser sur ce jeu que y a de quoi faire. On va commencer à attaquer le questionnaire rapide. Je vais te balancer quelques petites questions. La première, c'est ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare. Dans la vraie vie, en vrai, il y a très peu de joueurs que j'ai suivis très précisément. J'ai toujours été fan des Girondins et supporté l'équipe de France dans leur globalité. Mais du coup, je vais dire genre Mikou et Gourcuff, juste pour symboliser les deux périodes des Girondins que j'ai kiffé suivre au moment où Bordeaux marchait à fond et j'ai pris trop de plaisir à suivre les Girondins, quoi. T'étais trop jeune pour connaître Zidane aux Girondins. Ouais, moi j'ai vraiment commencé à suivre le foot avant. Enfin, je pense que c'est Coupe du Monde 98, peut-être un peu avant les Girondins. Et j'avais la chance d'avoir des places pour aller voir les Girondins souvent avec mon père. Et le moment où vraiment j'ai eu plein de matchs, c'était 98-99, où on est champion et on finit juste devant Marseille à la fin. Et c'était une saison assez folle, j'avais 10 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier, quoi.
Et sur Sorare? Et sur Sorare, je veux dire Vlasic, parce que c'est vraiment un joueur que j'ai découvert vraiment grâce à Sorare. Quand le CSKA Moscou est arrivé, je me suis juste intéressé par rapport aux stats et voir ce qui se passait. Et après, j'ai commencé à suivre le CSKA et Vlasic en achetant la unique de Vlasic et Tchalov pour faire un combo en D1 U23. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le voir jouer. J'ai vraiment kiffé j'ai kiffé le voir jouer en fait et suivre tous les matchs. Et je suis devenu un vrai fan depuis, quoi. Et là, maintenant, il joue à West Ham, si je me trompe pas. C'est compliqué, il a pas beaucoup de temps de jeu. Mais bon, c'est un joueur talentueux. Ouais, il doit s'acclimater. Ça n'a rien à voir quand on vient de Russie et qu'on débarque en Angleterre. En plus, en Première Ligue, c'est autre chose. Donc, il y a un temps d'adaptation, mais il pourra faire que mieux, à mon avis. C'est ça. Maintenant, il faut prouver. Et on espère qu'il va revenir au taquet. Ouais. Ton plus beau résultat? C'est pareil, c'est un peu dur d'en sortir un. J'ai envie de prendre une série de résultats. Non, mais il y en a pas qui m'ont marqué spécialement, mais j'ai envie de dire la série de victoires en D1 U23 que j'ai eu je crois que c'est été 2020 du coup. C'est lié à Vlasic, Tchalov et Larsson unique. J'avais une base de ces trois uniques en D1 et il y avait très peu de matchs à ce moment-là. C'était l'après-Covid et il y avait très peu de matchs. Quasiment que les Russes qui jouaient, et du coup en fait sur une douzaine de game week j'ai dû gagner 5 fois à D1 U23 et ça m'a totalement tout boosté au niveau de la galerie, et c'était un choix assez gamble à la base d'acheter Vlasic et Tchalov plutôt cher en ETH par rapport au prix du marché à ce moment-là, mais ça m'a régalé et c'était un peu la consécration après le gros coup gamble que j'avais fait, et j'en étais plutôt fier, quoi. T'as gagné 40 fois. 40 fois, t'as terminé premier, quoi. C'est juste incroyable. Et tu as pris 547 rewards depuis le début. Alors, c'est un peu compliqué, mais ouais, c'est gigantesque. Je sais même pas si j'arriverai ça sur 3 ans, mais enfin bon. Et compliqué aussi de choisir quelle est la plus belle récompense parmi ces 547. Ouais, pour le coup, j'en ai 2 qui sortent du lot à niveau différent. Le reward du cœur, c'est Larsson unique, parce que je kiffe Larsson et ça a été ma première unique et ce qui m'a vraiment lancé dans le jeu, quoi. Et à un niveau différent, c'est Neymar super rare parce que c'est le plus beau reward en valeur et en utilité que j'ai eu dans le jeu en gagnant la D1 All-Star. Et c'était une très belle surprise quand tu ouvres ce reward, tu tombes sur Neymar SR, t'es plutôt très content. C'était il y a longtemps? Ça commence à faire, je pense que c'était il y a 1 an, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Bon, on a parlé du top, et là c'est vraiment du super top. Est-ce que t'as des coups de mou un peu comme tout le monde? Il y en a, et... Après, il y a pas mal de coups où un joueur se prend un jeune à la dernière minute et on perd un podium de manière scandaleuse. Mais en vrai, tous ces coups-là, globalement, je les oublie. C'est un peu l'habitude du poker où les bad beats, il vaut mieux les oublier, sinon on se retourne le cerveau, on n'est pas focus pour la suite. Mais du coup, j'ai pas de souvenir très particulier. Après, j'ai envie de dire, mon coup de poids, c'est plus un truc généralisé où beaucoup de gens se marrent parce que j'ai quand même eu la chance de gagner pas mal de stars super rares en gagnant des D1. Et genre 75% du temps, j'ai gagné des gardiens, en sachant que les gardiens en super rare, ils ont quand même beaucoup moins de valeur que les autres joueurs de champ et sont quand même beaucoup moins utiles. Et enfin, j'ai la sensation de poisse à ce niveau-là, dans le sens où je me suis tapé des gardiens totalement rincés, alors que j'avais des spots énormes pour prendre des cartes qui auraient vraiment fait la différence dans ma progression. Mais après, c'est la variance des rewards, on la connaît, on l'accepte. Hein. Ouais, on n'a pas trop le choix, et c'est vrai que quand en limited, mais c'est surtout le cas en rare, tu gagnes un gardien, t'es super content. Ah là, c'est très bien. D'office, si c'est un gardien titulaire, il va se vendre très facilement parce que c'est une denrée rare. C'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai qu'en SR, comme tu dis, voilà, des gardiens SR, tu n'en alignes jamais ou quasiment jamais en D3 et tu les mets plus en D1 ou en D2. C'est ça. Et en plus de ça, au niveau de la valeur, le rapport rare super rare est beaucoup plus faible que pour les joueurs de champ de haute qualité. Même pour les très 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 gros gardiens. Pour les très trop gardiens, il y a plus d'écart, mais ouais, il y a plus d'écart clairement pour les stars, genre les Neuer, Courtois et compagnie. Mais en l'occurrence, j'en ai pas gagné des tonnes. Ouais, mais ça je suis pas tombé sur ces gardiens-là. Mais ça atteint pas le coefficient qu'il peut y avoir pour un Lewandowski entre sa carte rare et sa carte super rare, quoi. Ouais. Les 3 onglets qui sont ouverts quand tu prépares tes line-up. Du coup, sur Hard Data, c'est obligé.
Obligé. Et après, Twitter et Discord pour voir les news, pour voir ce qui se passe et suivre un peu l'actualité. Ok. Que ce soit des Pas joueurs ou d'autres même de sites Sora en général. statistiques, quoi, à part Sora Data. Bien. Ton joueur à suivre? Alors là, j'ai une petite pépite russe, parce que je me suis pas mal intéressé au championnat russe avec mon arrivée sur les uniques. J'ai pas mal de joueurs russes et du coup je suis devenu assez fan de ce championnat-là. Et ma petite pépite que je sors, c'est Pignaev. C'est un petit ailier qui joue actuellement à Samara, qui est un club pas du tout réputé en Russie. D'ailleurs, je crois qu'ils sont montés cette saison. Mais il a 16 ou 17 ans. Il rentre à tous les matchs avec Samara. Il lui donne du temps de jeu sans le plomber totalement, sans le mettre trop en avant. Et j'ai l'impression qu'ils font plutôt un bon boulot. Il fait des entrées très intéressantes. Et il était suivi par des gros clubs. Je crois qu'il y avait Barcelone et compagnie qui suivaient au cas où en se disant peut-être que c'est la future pépite à choper. Et j'ai regardé un peu, j'ai vu quelques-unes de ses entrées quand je regardais les matchs contre qui il jouait. Et ça m'avait l'air pas mal. Donc j'aime bien. En plus, il y a une rookie card sur Sora. Donc c'est toujours kiffant les petites rookie cards pour la collection et le potentiel. Là, je regarde, je connais pas du tout. Et là, je vois qu'il y a une enchère justement pour sa super rare. Ouais, je suis dessus déjà. Je dis ça, je dis rien. Bon, ça va, je vais pas aller dessus. Ok, super. Bah écoute, c'est bien. On arrivait tout doucement à la fin de l'émission. On a encore quelques questions-réponses. Et tu en as parlé un peu, comment t'appelles ça en poker, des bad beats, c'est ça? Ouais, les bad beats. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as aussi des cycles de rush et de bad run sur Sora? Ouais, c'est un peu normal. Enfin, il y a des cycles, mais c'est corrélé à rien. C'est juste, déjà, c'est aussi en partie des joueurs qu'on a. Très souvent, on voit que nos joueurs, ils ont des périodes où ils peuvent enchaîner les bonnes perfs. Donc, si on a 2-3 joueurs qui sont dans une même période en même temps, bah, on a de très grandes chances d'enchaîner les bonnes perfs sur Sora pendant un court moment. Et pour le coup, dès qu'il y en a un qui est dans une période difficile, bah, on va enchaîner globalement difficilement si on n'a pas de quoi de renfort à ramener. Donc, c'est normal qu'on ressente des petits cycles. Il y a des moments où on enchaîne et on gagne beaucoup. C'est pas forcément parce qu'on fait des erreurs. D'ailleurs, exactement comme au poker où on peut prendre de très bonnes décisions et avoir des périodes de moins bien et des périodes où on perd un peu d'argent parce que même si on a pris les bonnes décisions, parce qu'il y a une part de variance. Et là, c'est un peu pareil sur Sora, quoi. C'est aussi la variance, c'est aussi une des raisons qui me fait lier le poker et Sora parmi tant d'autres, quoi. Et le mental que tu t'es forgé dans le poker t'aide évidemment à subir un peu plus facilement ou un peu plus facilement les mauvaises périodes que tu pourras avoir. Mais à mon avis, ça t'est jamais arrivé de rien gagner sur Sora. J'ai vu un tweet il y a pas si longtemps de Duro qui pourtant une galerie juste de malade, et il avait posté un tweet où il avait rien eu. Je sais pas combien d'équipes il avait aligné, mais le maximum. Et en fait, il a eu le deuxième palier. Est-ce que ce genre de choses t'est déjà arrivé? Ouais, ça arrive assez rarement parce qu'on a quand même beaucoup d'équipes, donc il y en a toujours, il y en a globalement toujours une qui passe au moins, mais ça arrive, ouais. Après, la différence avec le poker, c'est que poker, tu te prends un bad beat, derrière t'es encore en train de jouer, et du coup il faut que tu continues à bien jouer malgré ce bad beat. Tu t'es pris un mauvais coup, mais t'es obligé de l'encaisser et que ça interagisse pas avec ton mental et que ça t'impacte pas trop, parce que sinon derrière tu vas prendre des mauvaises décisions. Alors que là sur Sora, si tu prends le mauvais coup que tu peux te prendre, c'est que tu vois ton joueur, s'il marque, tu peux gagner la division. Au final, il se prend un rouge et tu gagnes même pas de carte. Bah, t'es dégoûté, mais en fait, tu vas rien faire de mauvais dans la foulée. Enfin, tu peux plus interagir parce que t'es juste dépendant de ce qui se passe, t'es juste spectateur à ce moment-là, tu vois. Tu peux plus interagir. Le seul truc que tu peux faire, c'est péter un câble et du coup acheter une carte beaucoup trop chère, mais c'est moins le genre de pulsion qu'il y a, alors qu'au poker, derrière, tu peux faire tapis n'importe comment et abandonner tes coups parce que certains, quand ils se prennent des bad beats derrière, ils ont besoin de se défouler. Moi, je suis un peu dans cette phase-là. Donc, je pose cette question, mais je dis, mais enfin, ça fonctionne pas. Ah ouais, non, la dernière Game Week qui est passée, je crois que ça rentre facilement dans mon top 3 des désastres. Avec des gars DNP, à la deadline, ils étaient pas DNP. Bon, maintenant, avec la période Covid, c'est compliqué. J'ai posté un tweet, j'ai une magnifique D3 champion, putain, magnifique. Elle commençait vraiment sur les chapeaux de roue, et j'avais mis Navas, et Navas a chopé le Covid la veille du match, et ben voilà, boum. Donc finalement, il n'y a pas grand chose. Et à côté, je me suis consolé avec Sora Mega, où
Oméga 3, j'ai terminé premier. Je dis une maigre consolation, mais une consolation quand même. Donc si on participe à plusieurs side games, ça permet d'avaler la pilule un peu moins difficilement, on va dire ça comme ça. Plus on a d'équipes sur Sora et puis on a d'équipes même ailleurs sur les compètes Sora Data, Sora Mega et compagnie, plus on maximise nos chances d'avoir un endroit où ça passe. Ouais. Il y a un truc qui me vient maintenant, avant d'attaquer une des dernières questions qui seront plus des conseils pour les managers. C'est vraiment, ça me vient maintenant. Je me rappelle, il y a quelques mois, à mon avis, on se connaissait pas, je pense, et je t'avais contacté sur Discord parce que j'étais intéressé par Kimpembe SR que tu mettais en vente. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais. Je trouve ça intéressant pour les auditeurs, et tu m'avais dit, non, écoute, moi je la vends pas. Il y avait juste une enchère en fait qui était passée et je l'avais ratée. Enfin, pas que j'avais raté l'enchère, mais je l'avais pas gagné. Et tu m'as dit, écoute, moi j'ai pas envie de descendre le prix à ce prix-là. Je préfère la garder, mais va chez Powell. Il la vend aussi, il a aussi une SR de Kimpembe, et tu m'avais dit, propose, et ça je l'ignorais, pourtant Dieu sait combien de trades j'ai fait avec lui, moins maintenant, mais en tout cas il y a plusieurs mois, et quand j'ai commencé à jouer, j'en ai fait vraiment énormément, et tu m'avais dit, écoute, propose le même prix que la carte qui est partie aux enchères, et normalement il devrait accepter. Ça te dit quelque chose? Ouais, je me rappelle qu'on avait échangé vite fait à ce niveau-là. Et effectivement, tu avais raison. Donc j'avais proposé, je lui ai dit, écoute, il y a la carte ici qui vient de se vendre à tel prix. Je lui avais mis le lien de l'enchère qui venait de se terminer, et je lui avais proposé, je pense, 0,0. Je crois qu'elle était partie à 1.21, un truc comme ça, et je lui ai proposé 1.25. Et il a accepté. Il m'a dit, ouais, ok, envoie-moi l'offre et tout. Donc et vraiment, je t'avais pas remercié jusqu'à présent. Je te remercie ici lors de cette émission. Mais c'est aussi un point qui est vraiment qui pourrait être intéressant pour pas mal de managers qui voudraient négocier des cartes chez Powell, et il est de plus en plus dur. Il était dur, il est encore plus dur apparemment maintenant aux affaires, mais si vous voyez une enchère partir et que Powell l'a, cette carte, je pense qu'il y a des grandes chances qu'il accepte si vous proposez le même prix ou un prix légèrement supérieur au prix de l'enchère qui est parti. C'est intéressant justement, c'est un peu comme au poker, il y a du profiling, où en fait en fonction de la personne du manager, on voit quel est le profil de cette personne, quel est son but sur Sora, et du coup en fonction on peut voir ce qui est le mieux à faire. Par exemple, Pavel, son but c'est d'acheter moins cher à ceux qui veulent partir ou vendre en lot et revendre au prix du marché. Il a pas envie il s'en fout de vendre plus cher que le prix du marché. Du coup son système c'est de revendre au prix normal mais en ayant acheté moins cher. Donc on sait que s'il essaie de vendre une carte, normalement le prix moyen sur Ardata, il devrait accepter l'offre, et donc quand il y a une carte qui est aux enchères, qui vous intéresse et qui est chez Pavel Trader ou plein d'autres managers qui sont dans ce profil-là, qui font de l'achat-revente dans ce sens-là, on peut se dire autant laisser passer les enchères pour que l'enchère finisse moins cher, et derrière pouvoir essayer de l'avoir au même prix directement avec sur le secondaire avec Pavel ou n'importe quel autre manager. Après, ça marchera pas avec tous les autres managers, c'est dépendant de la personne si elle est vraiment vendeuse, parce qu'après, pour le coup, le Kimpembe que moi j'avais mis en vente à un prix. J'étais ok à l'époque pour le vendre, mais j'étais pas ouvert à la négociation dans le sens où ça m'allait de le garder. Donc moi pour le coup ça aurait pas marché avec moi. Mais Pavel ou plein d'autres managers comme ça, on sait que leur but c'est pas forcément de vendre plus cher que le prix de marché, ils veulent juste vendre et faire tourner leur truc. Donc il n'y a pas besoin de leur proposer une tonne, faut juste leur proposer ce qu'ils ont envie et ça marchera la plupart du temps. Ouais, et pour des SR je trouve ça vraiment intéressant parce que évidemment il y en a beaucoup moins qui sont mis aux enchères, il y a moins de volume, du coup, voilà, que des rares, et donc c'était un bon type, je suis content de l'avoir, et c'est en partie grâce à tes conseils. Justement, par rapport aux conseils aux managers, si tu as 3 conseils à donner aux managers, lesquels ça serait? Je sais pas, pour quelqu'un qui débuterait, je dirais déjà de prendre du temps au début pour comprendre comment Sora marche. L'avantage c'est que maintenant il y a plein de ressources pour comprendre, pour voir. Il y a des streams, des podcasts, il y a des sites, des Twitter à suivre et compagnie qui sont parfaits pour découvrir et voir les autres faire. Et ça permet d'éviter de faire les erreurs qu'on a un peu tous fait au début. Donc plus on évite de faire ces erreurs au début, plus on gagne du temps et potentiellement de l'argent aussi. Après, un deuxième truc, c'est encore comme au poker, c'est la gestion de la bankroll, de l'argent qu'on alloue à ce jeu. Il faut faire attention à comment on le gère. Il faut bien le gérer, c'est-à-dire ne pas tout dépenser d'un coup, parce qu'il y aura forcément un moment des imprévus, des joueurs qui d'un coup attrapent le Covid pendant 10 jours, du coup il faut trouver un remplacement, des mecs qui perdent leur place et compagnie. Donc si derrière on sait qu'on n'aura pas de budget supplémentaire à allouer au jeu, il faut absolument ne pas tout dépenser directement
directement et y aller mollo et gérer ça d'une bonne façon, parce que sinon on va se bloquer dans une situation où on n'a plus de budget à louer et va falloir vendre à perte des cartes et du coup ça serait une mauvaise gestion. Un truc qui est important surtout aussi, c'est de trouver l'équilibre performance-plaisir dans le jeu, c'est-à-dire que c'est bien beau d'essayer de juste gagner, mais il faut aussi trouver ce qu'on kiffe. Comme tu disais tout à l'heure d'ailleurs, chacun trouve du plaisir sur Sorare différemment. Il y en a qui font de l'achat-revente uniquement et qui s'éclatent, il y en a qui essayent d'être premier le plus souvent possible, d'aller chercher des podiums, et il y en a qui font un mix où ils prennent des joueurs qui kiffent suivre, et s'ils perfent tant mieux. Et chacun a ses envies et il faut que chacun trouve le modèle qui lui correspond et qui le fait kiffer sur Sorare. Et c'est ça le principal, parce que Sorare reste un jeu, donc on est là pour s'amuser avant tout. Donc trouvons le meilleur moyen de nous amuser sur ce jeu tous ensemble. C'est clair. Dernière question. Non, je vais t'en poser encore 2. Des voyages. T'aimes bien le championnat russe apparemment. Est-ce que t'es déjà parti en Russie voir des matchs? Non, pas encore. J'irai un jour, c'est sûr. Après, avec l'histoire de Covid, j'avoue que ces derniers temps, c'est plus compliqué et tout, mais ça sera au programme, c'est sûr. Même si je suis un peu triste, parce que du coup, il y aura plus Vlasic quand j'irai, notamment, mais j'irai voir le Zénith un jour. Ouais. Le Chalov, maintenant, il joue plus, c'est ça le problème. Mais de toute façon, ça sera, c'est sûr, j'irai à un moment. Je sais pas quand, mais c'est au programme. Tout comme les sorties, aller voir des matchs un peu partout en Europe, c'est au programme. Ça donne envie, quoi. Et dernière question, on va pas redire la valeur de ta galerie, mais comment est-ce que tu vois ton évolution dans le jeu? Est-ce que tu es là pour le long terme? Est-ce que tu t'es fixé un objectif par rapport à un certain montant ou pas du tout? Est-ce que tu ressors maintenant certains de tes gains ou bien tu laisses tout sur Sorare et tu réinvestis avec la vente? En fait, de mon investissement de base, j'avais utilisé une partie de crypto, donc en cours de route, j'avais déjà sorti un peu d'argent pour récupérer mon stock de crypto que j'avais avant, parce que je crois encore aux crypto et compagnie. Du coup, je voulais pas que ces cryptos que je possédais ne soient plus que je les possède plus, quoi. Donc j'avais déjà récupéré mon investissement de base en quelque sorte grâce à ça. Et là maintenant, ça fait quelques mois que j'étais juste en évolution permanente de mon équipe, en vendant les rewards, juste en améliorant mon équipe, et je vais commencer un peu plus à me payer en quelque sorte et à sortir un peu d'argent pour faire plaisir et faire des trucs. Et après, c'est clair, la somme de la valeur de la galerie est indécente. J'aurais jamais imaginé que ça vaille autant. Mais à côté de ça, je sais qu'il y a des cartes que je vendrai jamais parce que j'ai kiffé l'aventure et ça restera des souvenirs et compagnie, et je compte rester sur le jeu à long terme dans tous les cas. Mais à côté de ça, les sommes sont tellement indécentes qu'il y a des moments où c'est sûr je vais en profiter pour sortir de l'argent, que ce soit pour des petits projets voyages, des trucs, ou faire plaisir, ou même un investissement immobilier à terme quand il y aura besoin de sortir un peu d'argent, quoi. Ça sera beau d'appeler la maison Sorare. C'est clair, tous les gros managers rêvent de ça. Écoute, JL, je te remercie d'avoir répondu à ces questions et d'avoir participé à cette émission. Je te souhaite une bonne continuation. Là, tu es quand même sur une belle rampe de lancement. Je te souhaite d'intégrer prochainement le top 20, voire encore plus haut. Et j'espère que t'as pris du plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment top. J'ai écouté tous les autres podcasts et c'est vraiment très bon. Donc un plaisir. Merci à toi. Merci. Allez, on remercie encore notre invité JL, Jean-Louis alias Banzai. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Média Sorare ou allant directement sur le site de mediasorare.com. Et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Sofiane PX aujourd'hui, suivez bien notre compte. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week, des jolis rewards. On se retrouve très bientôt. C'était Magic Mehdi de mediasorare.com. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.